Bonjour, la méthode MBI que je vais vous présenter ici est très novatrice. C'est en effet la seule méthode permettant d'architecturer le système d'information d'une entreprise, même très grande, d'une manière totalement cohérente. De plus, le résultat obtenu est un découpage de l'entreprise en 300 à 400 objets fonctionnels autonomes. Quelle valeur ajoutée par rapport à d'autres méthodes? Toutes les méthodes suivent une démarche cartésienne. Seule une approche systémique permet de respecter la décomposition de l'entreprise en processus, ce qui est recommandé par leur norme internationale ISO 9001. Cela nous amène à faire un détour par la systémique. Comme le montre la planche, un système est un ensemble d'éléments en interaction, distincts de son environnement, avec lequel il peut être en relation. Vu le flou de cette définition, on rencontre des systèmes de toute nature. Le corps humain est un système, on parle de système philosophique, de système économique, il y a aussi le système solaire, etc. Étonnamment, on s'est aperçu que des systèmes aussi variés avaient des propriétés communes. C'est ainsi qu'est née la systémique, c'est dans les années 50, c'est-à-dire la théorie des systèmes. Commençons par les quatre grands préceptes cartésiens. Tout d'abord, le précepte d'évidence, ne prendre que les choses reconnues comme vraies. Tout ça, c'est le discours de la méthode de Descartes. Le réductionnisme, diviser le problème en autant d'éléments simples qu'il est nécessaire, c'est ce que nous faisons couramment. Exhaustivité, faire des dénombrements aussi entiers que l'on soit assuré de ne rien omettre. Et causalité, remonter des éléments simples aux plus compliqués en supposant éventuellement de l'ordre de ceux qui ne se précèdent pas naturellement. Alors quelle est la réponse de la systémique? Sur le principe d'évidence, eh bien ça s'oppose à la rigueur intellectuelle. Sur le principe réductionniste, Leibniz disait peu d'utilité tant que l'art de diviser reste inexpliqué. Tel concepteur va décomposer le système en trois, tel autre en six, tel autre en neuf, on reste dans la subjectivité. Sur le principe de causalité, la formule en supposant éventuellement s'oppose au premier principe. Et enfin, sur le principe d'exhaustivité, c'est peu réaliste aujourd'hui, alors que nous vivons dans un environnement où il y a beaucoup de systèmes qui, la plupart du temps, sont complexes, qui comportent un nombre d'éléments qu'il est absolument illusoire de vouloir dénombrer. Et maintenant, quels sont les quatre préceptes de la systémique? Tout d'abord, la finalité. Considérer le système en fonction du résultat à obtenir ou du phénomène à maîtriser. Globalisme. Percevoir tout système d'abord globalement dans sa relation fonctionnelle avec son environnement avant de connaître sa structure intime. Donc vous voyez, quand je commence par m'intéresser à la finalité, j'ai bien une approche globale et non pas une approche analytique. Troisièmement, principe de pertinence, ne considérer que tous les éléments en relation ayant un rapport avec la finalité. Donc ce duo finalité-pertinence, vous allez voir tout à l'heure sur un exemple un peu amusant, en quoi c'est utile et pertinent, et justement extrêmement utile. Et enfin, agrégativité, considérer les populations d'éléments ayant une loi de composition interne pertinente avec la finalité. On ne voit pas très bien de quoi il s'agit. En fait, c'est très simple. Si vous avez un système composé de 1000 éléments, on n'est pas dans la simplicité. Par contre, si vous avez le droit de faire des groupes, à ce moment-là, on commence à s'y retrouver. Alors voyons, ce duo finalité-pertinence, je vais l'analyser sur un exemple qui est le téléviseur. Il y a trois cas de figure. Premièrement, je suis un électronicien. La finalité du téléviseur est pour moi transformer des signaux électriques d'entrée en signaux de sortie. Quels sont les éléments pertinents? Les composants électroniques du téléviseur. Deuxième cas de figure, je suis maintenant un téléspectateur. La finalité du téléviseur est pour moi transmettre des émissions. Quels sont les éléments pertinents? Les programmes, les différentes chaînes, etc. Troisième cas de figure, je suis maintenant un designer et le téléviseur est pour moi un objet de design. Quels sont les éléments pertinents? La couleur, le volume du téléviseur, sa forme, etc. Donc, trois finalités entraînant trois séries d'éléments pertinents complètement différents. Alors voyons maintenant
un cas réel. Il s'agit d'un grand projet franco-anglais. Certains d'entre vous peut-être deviner de quoi il s'agit. Donc ça s'est passé il y a quelque temps. Et donc les concepteurs ont jugé bon d'identifier 40 métiers et de lancer 40 appels d'offres correspondant à ces 40 métiers. Donc vous voyez, un râteau indivisé en 40, on est tout à fait dans l'approche cartésienne. Et donc ce découpage par métier, on imagine la multiplicité des interactions entre les sous-projets. Donc on restait dans la complexité, ce qui a débouché sur faire beaucoup de pertes de temps, comme je vais le voir, je vais vous l'expliquer dans un instant. Donc on a ici une approche cartésienne et non pas systémique. Et le prix à payer est toujours le même, au minimum un facteur multiplicateur 2, voire 3, sur les coûts et sur les délais. Maintenant, essayons de faire une comparaison des deux approches. Dans une approche cartésienne, ce que la plupart d'entre nous font tous les jours, on suit la méthode de Descartes et on décompose le problème, en l'occurrence le système, en un nombre de parties qui nous semblent cohérents. Vous voyez tout de suite le côté subjectif de la décomposition. Certains diront qu'une voiture se décompose en deux sous-ensembles. C'est ainsi que Renault a conçu deux types d'usines, des usines mécaniques d'une part et usines carrosserie-montage d'autre part. Mais on peut aussi décomposer la voiture en 4 ou en 6 ou en 8 sous-ensembles, selon le goût de chacun. On obtient ce qu'on appelle dans la méthode MPI des agrégats, c'est-à-dire des sous-ensembles, lesquels se décomposent eux-mêmes en pièces élémentaires. L'approche systémique est différente. Comme on vient de le voir, un processus qui se caractérise par sa finalité est constitué d'éléments. En organisation de l'entreprise, il s'agit de tâches élémentaires. Ces éléments que l'on identifie grâce à un brainstorming ou, pour parler français, un remue-ménage, que les participants d'un groupe de travail repèrent grâce aux critères de pertinence. Si la tâche élémentaire est pertinente par rapport à la finalité, on la retient. Sinon, on la jette. Vous voyez que selon le vocabulaire souvent employé, c'est une démarche de type bottom-up, de bas en haut, et non pas top-down, de haut vers le bas, comme dans la démarche cartésienne. Dans un deuxième temps, on regroupe les éléments, c'est-à-dire les tâches élémentaires, en agrégats, qui seront en fait les étapes du processus. Alors voici sur un cas réel un exemple de processus obtenu. Il s'agissait d'un système complexe, je vous dirai lequel dans un instant, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'étapes, 16 étapes ici. La planche montre les gros avantages de la méthode. Suppression de toutes les boucles de rétroaction parasites. Vous savez, c'est l'exemple classique d'un dysfonctionnement non résolu dans une entreprise. Deux services sont en conflit, et cela dure depuis des années, alors que les chefs de service ont changé. Le service A dit au service B, je ne peux pas travailler, car tu ne m'as pas fourni telle information. Ce à quoi le service B réplique, oui, mais c'est moi qui ne peux pas travailler parce qu'il me manque telle information que tu dois me fournir. C'est typiquement une boucle de rétroaction parasite. La méthode MPI repère tous ces dysfonctionnements et les résout. Il en résulte qu'il ne reste que de la marche en avant, sans jamais de retour en arrière. Le résultat est une organisation optimisée. On peut trouver facilement des gains de productivité de 10 ou 20%, peut-être davantage. Alors, plus généralement, on peut se demander, toujours dans la logique isonophile 1, combien on peut trouver de processus dans une entreprise. La réponse est la suivante, de l'ordre d'une dizaine pour une petite entreprise, de 20 à 30 pour une grosse structure. D'ailleurs, l'association COBIT a démontré qu'on ne pouvait guère dépasser 32, comme le montre le schéma présenté ici. Attention, nous parlons des processus de management. Bien sûr, dans les différentes unités, on pourra trouver des dizaines de microprocessus, soit administratifs, soit techniques. Voyons maintenant quel est l'avantage de l'approche systémique. Le schéma précédent, appliqué processus par processus, aboutit au résultat suivant. L'architecture du système d'information de l'entreprise, découpage fonctionnel, respecte la structure en processus. Une grosse entreprise contient 20 à 30 processus, comme je viens d'en parler.
Il est alors possible de concevoir l'architecture technique du système d'information de telle sorte qu'elle respecte le découpage en processus. C'est ce qu'on appelle l'alignement stratégique du système d'information. C'est-à-dire que l'architecture technique du système d'information est le reflet exact de son architecture fonctionnelle, c'est-à-dire des processus. Faisons maintenant un retour sur les deux approches. En fait, elles sont toutes les deux utiles pour obtenir deux visions de l'entreprise. Sa structure que l'on obtient grâce à une approche cartésienne, c'est ce que vous avez en jaune ici, et ces processus que l'on obtient grâce à une approche systémique, ce que vous avez en vert ici. Les deux processus représentés ici pourraient être, dans une entreprise manufacturière, deux produits de sortie. Comme le montre le schéma, ces deux visions sont orthogonales, elles ne sont pas superposables. Venons-en à deux exemples vécus qui montrent qu'une approche cartésienne n'aurait jamais permis de modéliser les deux processus dont je vais vous parler. Le premier, c'est la finalité était d'établir une gamme de soudage de deux aciers spéciaux. Alors il y avait un chanfrein, il y avait des perçages, il y avait des collages, il y avait toutes sortes de choses. 20 paramètres, 3 à 200 valeurs possibles, soit 10 puissance 40 combinaisons possibles. Ce qui fait que à chaque fois c'était un problème nouveau. Le concepteur se, se grattait la tête, passait beaucoup de temps à découvrir la gamme de soudage qui répondait aux besoins. Après la mise en œuvre de la méthode MPI qui a permis de modéliser le processus, on a trouvé 150 gammes standards correspondant à 95% des cas rencontrés. Le bénéfice fut une réduction des coûts de 600 000 euros par an. Deuxième cas de figure, la conception d'un ouvrage. Alors pour vous situer, il s'agit de tours de 40 mètres de haut avec beaucoup de tuyauterie. On peut deviner un petit peu ceux qui sont dans le monde industriel, dans quel genre d'industrie est-ce que ça peut se trouver. Alors, la finalité, c'était établir le processus optimisé de la conception de cet ouvrage. Il y avait 813 paramètres, 174 étapes. Donc, vous imaginez, à l'étape 25, on identifiait le débit des gros tuyaux. À l'étape 45, on identifiait le débit des petits tuyaux, et puis on s'apercevait que ça correspondait pas à ce qu'on a trouvé auparavant, on revenait en arrière, etc. Beaucoup de perte de temps. Donc, on a su optimiser ce processus. C'est d'ailleurs le schéma en 16 étapes que je vous ai montré tout à l'heure, et avec l'élimination de nombreuses rétroactions inutiles. D'où une réduction des délais d'études de 400 000 euros par an et une suppression des dérives de 3 à 6 mois du délai de fabrication. Qu'en est-il des données? Jusqu'à présent, nous sommes restés dans une approche que les informaticiens appellent traitement. Et il faut aussi parler des données. Alors, chaque donnée fait l'objet d'une analyse sémantique qui se présente sous la forme d'une liste de 2 à 6 noms communs pris dans des glossaires. Vous voyez, une seule donnée, une succession de 6 noms communs. Ainsi, on est certain de l'unicité de chaque donnée. Il est impossible que la même donnée se retrouve dans deux processus différents sous deux noms différents. On obtient alors le résultat suivant. Chaque donnée appartient à une étape de processus et une seule. Il en résulte que l'entreprise est décomposable, comme on l'a vu, en 200 à 400 objets fonctionnels autonomes. On verra d'ailleurs plus loin une illustration. C'est ce que vous avez ici. Ici, vous avez un morceau de processus, ça correspond à un cas réel. En violet, vous avez 4 étapes avec des produits en sortie, et puis les données. Au total, il y a, je sais pas, une cinquantaine de données, et de fait, une donnée est créée ou modifiée dans une étape de processus et une seule. Voyons maintenant quelques chiffres pour conclure. Une analyse du modèle des données, effectuée dans une grande banque nationale selon la méthode Maurice, a permis d'identifier environ 2500 données conceptuelles élémentaires. Un complément d'analyse a été fait auprès des agences régionales. Le résultat est qu'on a estimé que l'ensemble du système d'information gère de l'ordre de 7500 données.
Supposons que cette entreprise comporte 25 processus. À notre connaissance, il n'existe pas dans le monde à ce jour une entreprise de grande taille ayant formalisé la cartographie complète des processus. C'est pourquoi je fais une supposition. C'est donc que, en moyenne, chaque processus gère 100 données. Si l'on suppose qu'il est constitué de 5 étapes, chaque étape de processus gère 20 données, ce qui est tout à fait réaliste. Et donc toute l'entreprise peut être vue comme un ensemble de 25 processus multipliés par 5 étapes égale 125 objets fonctionnels autonomes. Plus généralement, comme je viens de dire, une entreprise peut se décomposer en 300 à 400 objets fonctionnels autonomes. Voici un exemple. Partons de l'hypothèse que l'entreprise qui sert d'exemple gère 6000 données. Comme c'est une grosse entreprise, on y a identifié 30 processus. On suppose que chacun de ces processus comporte 10 étapes, en moyenne. C'est donc que chaque étape gère en moyenne 6000 données divisées par 300 étapes égale 20 données, ce qui est tout à fait réaliste. Nous avons donc dans ce cas de figure une entreprise décomposée en 30 processus multipliés par 10 étapes par processus égale 300 objets fonctionnels autonomes. J'ai donc terminé ma présentation. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me joindre à l'adresse mail suivante, gjacoblès75@orange.fr. Vous pouvez aussi acheter mon livre La méthode MPI chez l'éditeur de Book Édition, ou alors en accédant par le lien suivant, ou bien à la librairie Erol à Paris, au 55 boulevard Saint-Germain. Je vous remercie de m'avoir écouté.